Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire du leadership courageux, promouvoir des environnements de soins sécuritaires. Je suis Denise McQuaig et je suis la directrice exécutive de transformation et de renforcement du capacité à l'ESC. Alors, nous sommes heureux d'offrir l'interprétation simultanée français-anglais par Boost Events, qui est une subsidiaire de Boostlingo. Si vous souhaitez écouter la session en français, veuillez sélectionner Français du menu en bas de votre écran. Si vous ne voyez pas le bouton interprétation en bas de votre écran, veuillez sélectionner l'icône avec les trois points dans un cercle. Ça va être tout à fait en bas dans votre écran, puis sélectionnez Interprétation. Nous vous invitons aussi à accéder au menu Options de visualisation pour sélectionner la langue dans laquelle vous voulez visualiser les diapositives. Si vous utilisez une nouvelle version de Zoom, vous pouvez sélectionner la langue à travers le bouton tout à fait en haut de votre écran Zoom. J'aimerais commencer aujourd'hui par reconnaître que nous nous rencontrons sur une terre qui a été habitée par des peuples indigènes depuis le commencement. En particulier, nous reconnaissons que nous diffusons ce webinaire de l'Ottawa, qui est le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine. Nous reconnaissons et apprécions leur lien historique avec cet endroit et l'opportunité de nous réunir aujourd'hui ici. Veuillez prendre le temps pour vous présenter sur le chat et aussi réfléchissez, partagez sur les terres depuis lesquelles vous êtes connectés aujourd'hui. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez trouver des informations sur nativeland.ca. Vous pouvez utiliser la fonction chat tout au long de de ce webinaire. On va publier un ensemble de ressources, mais n'hésitez pas à en demander plus pendant ou après le webinaire. C'est un grand honneur pour moi aujourd'hui de présenter mon co-hôte, Dr. Ross Baker, qui va faciliter la discussion aujourd'hui. Ross était l'un des conseillers de l'initiative Repenser la sécurité des patients. Il est expert dans ce domaine. Il est aussi professeur émérite dans l'Institut de politique de santé et à l'Institut politique de la gestion et de l'évaluation de la santé à l'Université de Toronto. Avec le docteur Peter Norton, Ross a mis en place un ensemble de programmes à travers le pays pour la sécurité des patients. Il a été le co-auteur de différents livres, dont Repenser la sécurité des patients, qui a été publié il y a plusieurs années. Il a parlé de la culture de sécurité, il a parlé des événements adverses dans les hôpitaux et il a étudié l'engagement des patients dans les organisations de santé canadiennes. Bien que la semaine de sécurité des patients 2024 est derrière nous. Nous nous engageons toujours pour la sécurité des patients. Donc, pour nous engager sur le leadership courageux, aujourd'hui, je voudrais saisir l'opportunité pour vous inviter à réfléchir encore une fois sur ce sujet. Si vous n'avez pas encore lu le document, je vous invite à le télécharger à travers la boîte de clavardage. Cette publication a été publiée l'année dernière par ESC faisant partie du CPSW 2023. Ça a été développé parce que depuis 20 ans d'efforts pour améliorer la sécurité des patients, on n'a pas pu réussir comme on le voulait.
Nous encourageons donc tout le monde à repenser tout cela, cette approche de la sécurité des patients et comment ceci peut améliorer le travail. Ross est un leader de la pensée qui est très important dans ce domaine. Il fait partie du bureau exécutif de l'organisation. Ross, est-ce que vous pouvez commencer le dialogue aujourd'hui en partageant votre perspective sur la sécurité des patients et par nous dire à quoi ressemble le leadership courageux et comment transformer en action? Merci beaucoup, Denise. C'est vraiment un privilège pour moi de faire partie de cette conversation aujourd'hui. Je veux vous remercier de m'avoir invité pour parler avec ces leaders qui vont partager leurs expériences aussi aujourd'hui. Les temps sont très difficiles. Il y a beaucoup de pression, des pressions financières, des pressions liées aux ressources humaines et des pressions liées à la sécurité, aux soins de santé. Et moi, j'ai particulièrement été actif dans le domaine. J'ai parlé de l'importance de lier la sécurité avec le reste des choses qu'on considère importantes dans le système. On ne peut pas considérer le système de ressources humaines unique. Il faut aborder la question à travers différentes lentilles, dont les qualités, la sécurité, etc. Et donc, comment aider ce personnel de la santé pour qu'ils deviennent plus efficaces dans leur travail? C'est vraiment un défi dans notre système et je pense que l'HCE et d'autres font du bon travail en continuant à considérer cette question de sécurité comme priorité dans notre système. Et aujourd'hui, nous œuvrons à travers notre organisation et à travers d'autres organisations pour que tout le monde puisse avoir les outils nécessaires pour faire cela. Donc, encore une fois, merci d'avoir initié cette conversation. J'ai vraiment hâte d'avoir le dialogue avec nos participants aujourd'hui sur ces points importants. Merci, Ross. Pour soutenir les leaders dans leur quête pour la mise en œuvre de repenser la sécurité des patients, nous avons développé une activité pour encourager l'autoréflexion et les discussions parmi les leaders du secteur de la santé. L'activité consiste à explorer les différents domaines de suivi et d'évaluation dans ce domaine, les préjudices passés, la fiabilité, la sensibilité aux opérations, l'anticipation et préparation et l'intégration et apprentissage à l'aide de cloud de sécurité. Chaque cloud de sécurité contient deux thèmes, chacun soulignant un défi commun que les organisations de soins de santé peuvent rencontrer lorsqu'ils se dirigent vers le RPS. Dans le cadre de cette activité, les thèmes sont présentés à l'aide d'un bref historique, puis d'une question visant à susciter la réflexion et la discussion. L'objectif est de diviser en petits morceaux donc cette activité et elle est beaucoup trop dense pour être réalisée en une seule fois. Et l'idée est de discuter de chacun des thèmes de sécurité sur une période de plusieurs mois. Nous espérons que l'activité va aider les dirigeants et les membres du conseil d'administration à faire progresser les conversations suivant au fil de leurs réunions. Pour vous présenter cette activité, nous avons invité le docteur Baker pour animer en temps réel l'une des conversations sur le thème de la sécurité avec les panélistes. Nous commencerons par Ross pour qu'il entame la conversation sur la sécurité avec nos courageux dirigeants aujourd'hui. Donc avec nous, on aura le docteur Catherine Chaps, présidente et PDG de Good Samaritan Society. Angela Morin, partenaire patiente et lead auprès du soin centré sur le patient et la famille au centre des sciences de la santé Kingston et Kelly O'Brien, vice-président auprès de NL Health, Service de la santé.
Merci beaucoup pour me donner la parole. Alors, c'est une manière critique et nouvelle pour réfléchir sur la sécurité dans Soins Santé Canada. Il y a beaucoup de travail qui a été fait à travers le pays pour réfléchir et améliorer notre accent sur la sécurité. Ce travail date de plus de 10 ans. Il a été fait par Charles Vincent, qui est l'expert sur la sécurité et la santé des patients. Et puis Jane Cathy et Suzanne Bannett, ses collègues, ont mis aussi le fondement de ceci. Le Canada aussi est parmi les leaders de l'intégration de ce système et je voudrais ici saluer le travail noble et important de Anne McLaren qui a aidé à mettre tout ceci en place à travers le pays. Nous allons nous concentrer, comme a dit Denis, sur un seul élément du cadre de mesure et de surveillance de la sécurité qui nous pousse à nous poser la question, est-ce que les soins de santé aujourd'hui sont sécurisés? Cette dimension est importante et elle rappelle le rôle de l'équipe et à être sensible aux changements qui se produisent pour les patients et au niveau des équipes dans l'organisation. C'est un domaine critique que nous devons renforcer afin de nous assurer qu'il y a un service de santé sécurisé dans le futur. Ceci permet de créer une culture juste et sécurisée pour que les membres de l'équipe puissent prendre leurs responsabilités pour que ce soit sécurisé aujourd'hui et dans le futur immédiat. Diapo suivante, s'il vous plaît. La sensibilité par rapport aux opérations au niveau de l'équipe se passe lorsqu'on demande aux membres de l'équipe de considérer les patients avec lesquels ils travaillent et d'être aussi sensibles à un groupe de patients plus large. Par exemple, si il y a un membre de votre équipe qui n'a jamais travaillé avec votre équipe avant ou avec votre unité avant, vous vous posez la question, comment est-ce qu'on peut les aider pour qu'ils puissent écouter, pour qu'ils puissent percevoir, pour qu'ils puissent écouter. Donc, comment est-ce qu'on peut les aider pour qu'ils puissent faire tout cela? Diapo suivante. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, je pense que c'est une question pour les individus, pour les équipes. Mais c'est possible à travers le travail des leaders, à travers toute l'organisation, que ce soit au sein des équipes ou entre les organisations. Ces leaders doivent être éveillés, doivent être au courant des besoins de leurs équipes, des problèmes potentiels liés à l'équipement, à la disponibilité des équipes, l'augmentation de la demande, etc. Donc, les leaders permettent au staff d'être plus efficaces dans leur travail quotidien et à être plus sensibles et à comprendre ce qui se passe de manière quotidienne dans leur organisation. Comment faire cela? Eh bien, nous devons faire cela sur plusieurs niveaux. Il y a le niveau d'équipe, le comportement du stade des équipes. Il faut être sensible. Les leaders, aussi bien que le staff, peuvent faire ça. Il faut qu'il y ait une continuité des soins de la santé. Il faut faire des briefings, des debriefings, des conversations avec le staff sur ce qui se passe de manière quotidienne pour les patients, mais aussi à travers les unités et les organisations. Il y a aussi les interviews avec les patients qui sont importants. Beaucoup de choses doivent être intégrées dans le travail quotidien pour que l'environnement soit important. Et il faut se poser ici la question, que peuvent faire les leaders pour s'assurer que ces activités ont lieu de manière continue et ininterrompue? Le deuxième thème dont on parle concernant la sensibilité
par rapport aux opérations n'est pas uniquement comprendre les soins sécurisés aujourd'hui, mais d'essayer de capturer des réflexions sur le travail qu'il a fait. Il y a un rôle que jouent ces personnels de la santé, un rôle qu'ils doivent jouer pour que leur staff puisse être en mesure de fournir des soins de la santé centrés sur les patients et sécurisés. Et en faisant cela, ils doivent comprendre qu'est-ce qui se passe dans les premières lignes. Ceci est particulièrement difficile dans les grandes organisations où il y a des leaders pour les unités, où il y a des directeurs à moyen niveau, où il y a des leaders seniors. Et il faut donc avoir une compréhension des priorités et des défis sécuritaires qui se présentent à l'organisation. Alors, nous pouvons aussi nous poser la question, que peuvent faire les leaders pour améliorer leur vision, leur compréhension de ce qui est fait, de ce que font les équipes de première ligne. Diapo suivante. Alors, ce thème du nuage de sécurité, le cloud de sécurité, et la capacité de se concentrer sur le travail accompli. Il faut ici avoir une compréhension de ce qui se passe auprès du staff de manière quotidienne. Quelles sont les questions quotidiennes, d'heure en heure? Quels sont les renseignements qui sont accumulés par le staff sur leurs patients? Ce que nous voyons ici, ce que nous entendons, ce que nous percevons en tant que staff, en tant qu'équipe de première ligne est tout aussi important que les données qui sont collectées pour informer l'organisation. Alors, avec nos trois leaders aujourd'hui, on aimerait leur poser la question, comment est-ce que les leaders peuvent obtenir les réflexions par rapport au travail qui est fait au sein de leur organisation et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour soutenir leurs équipes, pour faire en sorte que leurs équipes puissent écouter, observer, afin de créer un soin de santé plus sécurisé. Je vais donc poser la question à nos leaders aujourd'hui. Comment est-ce que vous réfléchissez sur ces défis dans leurs organisations et avec la pression qu'ils vivent de manière quotidienne pour s'assurer qu'ils créent ces équipes de première ligne qui sont efficaces, qui utilisent les protections psychologiques, les principes culturels pour comprendre ce qui se passe donc dans ces premières lignes. Catherine, j'aimerais commencer par vous et dans cette organisation sur laquelle vous êtes directrice, donc au Canada occidental. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment est-ce que vous faites face aux défis pour avancer? Comment est-ce que vous créez cette compréhension au-delà des chiffres, au-delà des datas, pour pouvoir aider vos équipes à apprendre, à observer, à être en phase pour pouvoir créer un environnement sain pour la santé. Merci beaucoup, Rose. Je vais commencer par dire que tout rôle est différent. Mon rôle en tant que leader est différent du rôle des leaders sur les premières lignes, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très difficile. Lorsque vous vous adressez à la question de sécurité, vous vous adressez à beaucoup de choses, y compris le leadership. Il y a énormément de défis. La sécurité psychologique n'est pas uniquement par rapport au physique. Dans le travail que je fais, il y a énormément de choses. Il y a un processus systémique qui a des structures, qui crée des structures dans l'organisation qui font en sorte que on peut écouter les employés. Il y a aussi les groupes de réconciliation en cas de problème. Il y a des groupes de conseil qui peuvent il faut aussi s'assurer que nous pouvons écouter nos employés
dans un système plus axé sur leurs besoins et pour transformer ceci en action, en politique, etc. Donc, je passe beaucoup de mon temps sur site, entre les différents sites, à observer notre staff, à regarder notre environnement, à nous regarder nous-mêmes à travers les yeux de quelqu'un qui nous observe de l'extérieur. Il y a quelques jours, j'étais dans un endroit, dans une maison de soins. Je me suis assise avec les personnels qui étaient là. On a parlé des différents défis. J'ai écouté leurs conseils sur comment résoudre les problèmes. Comme j'ai déjà mentionné, ça crée des structures pour écouter nos employés, créer des structures pour écouter les familles, les patients. En plus, il faut aussi parler avec les employés plutôt que de parler aux employés. Il faut parler avec eux. Les patients aussi, les résidents des maisons de soins sont aussi très sensibles par rapport aux inquiétudes du staff et des employés. Et avoir ces conversations nous permet d'aborder tous ces points de manière holistique. Il faut créer un espace pour les employés en dehors aussi de l'espace de travail pour qu'ils se sentent en sécurité et capables de partager de manière sûre, de manière où ils se sentiront à l'aise pour partager, être en mesure de les encourager pour parler sincèrement, de partager leur expérience est très, très important. À travers les 15 dernières années, nous avons parlé des règles de sécurité qui ont permis aux employés de se rassembler pour pouvoir parler, se soutenir mutuellement, aborder les points euh, sur la sécurité. Et ça nous a donné des idées par rapport à comment relever, comment soulager leurs inquiétudes, tout en reconnaissant ma position de pouvoir et d'influence qui provient de mon rôle. L'autre chose que je fais, c'est partager les vidéos, correspondre avec les employés par écrit, avec le face-à-face, juste pour leur rappeler constamment que ça a à voir avec la sécurité, la proactivité, pour aborder leur inquiétude par rapport au l'aspect psychologique, etc. On essaye d'être un modèle. La sécurité est un sujet sûr et pas de problème si on l'aborde. Et c'est pour ça qu'il faut écouter les patients. Il faut encourager les employés à aborder et à notifier si jamais il y a un problème par rapport à la sécurité. Il faut bien sûr aborder ces inquiétudes liées à la sécurité de manière individuelle. Il ne faut pas les négliger. Il faut leur faire face aussi de manière systématique en tant qu'organisation. Il y a beaucoup de choses que nous faisons aussi, mais je suis sûre qu'il me reste beaucoup de choses à apprendre. Et c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai vraiment hâte d'écouter de vous sur les différentes méthodes. Donc, votre rôle en tant que leader est important pour communiquer à travers l'organisation en général et dans les maisons de soins avec lesquelles vous travaillez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le genre de problèmes qui ont émergé durant les dernières années et auxquels vous voulez faire face avant de vous assurer qu'il y a un environnement sécurisé, que l'environnement dans lequel vous êtes soit sécurisé? Oui, alors il y a une question qui est associée avec le volume du travail. Est-ce que l'employé peut gérer
les choses qui surviennent. Et ça, c'est important, d'autant plus après la Covid. Et aussi, d'une perspective des premières lignes, il faut pouvoir évaluer le risque de travailler avec moins d'employés, ce qui est vraiment un grand défi. Et ça nous rend beaucoup plus sensibles aux risques accrus. Il y a des priorités stratégiques dans le centre Good Samaritan qui définit notre priorité sur des thèmes comme l'inclusion. Nous avons des priorités stratégiques et il faut nous assurer que Good Samaritan a des employés qui viennent travailler. C'est un travail qui est en cours aujourd'hui, qui n'est pas fini. Et moi, j'ai été impliquée dans mon temps ici à le faire. L'interprète s'excuse, mais l'oratrice est très très rapide et difficile à interpréter. Est-ce qu'il y a des liens entre la sécurité des employés, des résidents, etc.? Comment est-ce que vous avez fait pour renforcer cette connexion entre les employés et les leaders pour que les employés sentent que leur santé à eux est importante aussi pour l'organisation? Nous avons mis en œuvre un système et nous sommes très vigilants là-dessus pour que les voix des employés est écoutée, ainsi que les voix des résidents et de leurs familles à travers différents niveaux. Les familles assistent aux réunions du bureau exécutif et racontent leurs histoires. Nous faisons en sorte que nous écoutons tout le monde. Bien sûr, on évite les problèmes liés aux médicaments, par exemple, aux erreurs médicales, ce genre de choses. Nous surveillons les informations, nous partageons avec les résidents et leurs familles sur ce que l'on fait, nous adressons leurs inquiétudes par rapport à la sécurité, nous mettons en place des actions et nous travaillons avec eux pour adopter l'approche nécessaire pour aborder cela. Donc, on va maintenant passer à notre deuxième orateur, Kelly O'Brien, qui est le lead aujourd'hui à Newfoundland pour la qualité et la sécurité. Kelly, votre organisation qui est nouvellement structurée couvre un territoire géographique très, très, très variable en termes de circonstances et de ressources. Comment est-ce que vous créez des stratégies de sécurité dans ce cadre, dans ce type d'environnement? Kelly, est-ce que vous m'entendez? M'entendez-vous? Oui, en effet, on vous entend. L'interprète n'entend pas. Ah, non, non, on vous entend pas. Maintenant que nous essayons de résoudre votre problème audio, passons à notre prochain orateur, donc qui a vraiment pris l'engagement euh, des patients, qui a été un patient partenaire, qui a été un patient dans l'organisation et qui aujourd'hui a une responsabilité à travers tous ces environnements. Qui vraiment réalise une différence en termes d'engagement des patients. Donc, Angela, quel est le futur ici pour réfléchir à la question d'engagement entre les patients et les familles pour créer un environnement sécurisé? Merci beaucoup d'abord pour cette invitation. J'apprécie vraiment. Merci aussi pour la reconnaissance des terres que vous avez fait tout à l'heure. Alors, nous entendons beaucoup des patients et de leurs familles et nous comprenons que ce n'est pas la perspective unique, bien que ce soit une perspective critique.
Je vois souvent beaucoup de synergie entre ce qui est important, ce qui sont les priorités pour nos employés, quelles sont les priorités pour les patients et leurs familles. Ce n'est pas nécessairement divergent et il est mon travail en tant que lead pour le soin de santé centré sur la famille et le patient, de s'assurer qu'on entend la perspective et les expériences des individus que l'on sert, c'est-à-dire les patients et les familles qui viennent vers nous pour bénéficier des soins de la santé, pour les soutenir dans le partage de leurs perspectives et pour qu'ils puissent partager leurs perspectives à travers l'organisation. Mais ceci n'est pas suffisant d'écouter. Euh, il faut avoir des leaders courageux qui écoutent, qui apprennent, qui agissent. Il faut que nous soyons des acteurs, des partenaires, des collaborateurs dans la conception même pour pouvoir maintenir les patients en sécurisé. Alors, nous entendons différentes voix au travers de différents mécanismes. Nous entendons les expériences au travers de sondages des patients, au travers de différents programmes. On a des groupes de discussion sur différents thèmes. On écoute nos staffs. On recueille également des informations de notre staff et également de nos bénévoles. On est très, très proche des bénévoles et de leurs familles, particulièrement de celles qui viennent dans dans nos bâtiments. Et donc, toutes ces personnes qui sont impliquées avec nous nous donnent des informations sur leurs relations avec les patients ainsi que leurs préoccupations. Et aussi, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui nous donne une perspective pour les patients. Mais une des choses qu'on a fait très intentionnellement, c'est qu'on a créé des opportunités d'écouter et d'apprendre. Et on fait cela en créant un partenariat individuel avec des patients qui ont eu des expériences ou qui ont en ce moment même une expérience et qui ont reçu voilà, qui ont eu des expériences d'une certaine manière. Donc voilà, ces expériences nous donnent de la direction et nous permet d'agir de différentes manières. Donc ces expériences emmènent de la perspective et nous montrent qu'est-ce qui est important pour les patients, les questions qu'ils ont et de quoi nous devons discuter. Cela nous aide également à construire des conseils, des groupes de conseils et ce sont des choses qui sont en train d'être développées en ce moment même. Nous avons des groupes qui se rencontrent mensuellement et nous avons un sponsor qui est le docteur Fitzpatrick. Lui, il vient à ces réunions et il partage ses nouvelles pendant ces réunions. Il nous partage ses questions, ses préoccupations, ses priorités. Et en plus de ça, nous avons un rapport sur les expériences des bénévoles. Nous avons le directeur des patients. Également, nous avons des praticiens, des membres qui sont là pour participer sur différents thèmes. Le staff également vient à ces réunions pour nous parler des priorités et inclut des choses comme par exemple de la programmation pour améliorer la qualité de vie, la qualité de la sécurité. Nous avons également différents conseils, nous avons différents comités également avec des membres qui sont là pour nous orienter et faire avancer les choses. Nous voulons vraiment encourager les patients et les staffs à partager des histoires de différentes manières, particulièrement pour l'amélioration de la qualité de la vie et de la santé.
Nous avons également nos histoires, les histoires des patients qui sont partagées. Donc voilà, ça fait de nombreuses années que nous partageons, nous travaillons sur ces programmes pour pouvoir vraiment partager ces expériences de manière significative, que ce soit pour le patient ou pour les personnes qui entendent ces histoires. Donc, c'est pas vraiment une évolution, c'est quelque chose que nous faisons depuis de nombreuses années et nous prenons des conversations et en fait, nous emmenons la conversation bien plus loin. Nous nous demandons, OK, nous recueillons les choses que nous entendons, mais nous nous posons vraiment la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces informations? Et quel est notre rôle en tant que comité de gouvernance? À quoi est-ce qu'on peut penser pour améliorer la situation? Donc, c'est une chose de récolter les informations, mais c'est une autre chose de vraiment prendre le temps de penser à ce qu'on peut faire de ces informations. Donc, c'est une chose de valeur que nous faisons et le comité apprécie les informations que nous recevons et le fait que ces informations sont partagées. Et les membres du conseil se sont vraiment impliqués, ont vraiment compris l'importance de ce que nous faisons. Et j'ai reçu un message que je vais citer parce que c'était vraiment un super message. Ils ont senti qu'ils étaient, nous avons pensé que nous étions euh, valorisés en faisant partie de ce comité et en entendant toutes ces histoires parce que nous partageons la vie d'un patient et cela est quelque chose extrêmement précieux. Et c'est quelque chose que nous prenons très, très sérieusement. Nous avons également entendu des nouvelles des patients et de leurs familles. Et c'est quelque chose de très vulnérable, en fait, quand on élève sa voix pour parler de la sécurité, de problèmes sécuritaires. Et donc, j'ai récemment partagé l'histoire d'un patient lors d'une rencontre du conseil. Et, et la patiente a partagé, elle s'est ouverte et elle a dit que c'était extrêmement difficile pour elle de critiquer l'environnement médical dans lequel elle se trouve parce qu'elle bénéficie de cet environnement médical. Mais au contraire, ils doivent comprendre que le fait de partager crée des opportunités et qu'ils sont dans un espace sécurisé, un espace sain dans lequel ils ne seront pas jugés. Nous avons également créé un guide de service d'information. C'est quelque chose que tout le monde peut lire à la porte d'entrée. Et c'est quelque chose d'important et de valeur. Et donc, on l'a réalisé. On a fait en sorte que nous puissions imprimer ces guides. Nous avons également changé beaucoup de nos lois, de nos politiques, de nos manières de faire pour pouvoir faciliter les conversations et les expériences des patients. Nous avons un projet de comité où le staff de premier rang expose ses besoins
et ils identifient qui a besoin de quels fonds et elles créent des partenariats entre ceux qui ont besoin des fonds et ceux qui peuvent donner les fonds. Nous avons également développé des ressources pour développer des soins médicaux sûrs, plus sûrs. Et il y a des relations qui se construisent, qui sont extrêmement fortes entre les patients et nos staffs tous les jours. Donc, pour moi, c'est vraiment ce que je voulais partager de ce qui se passe sur le terrain. Donc, nous avons vraiment besoin d'avoir la compréhension et l'expérience de tout le monde dans l'organisation et ça inclut les patients et leurs familles. Et nous avons besoin de faire ces choses de manière significative pour pouvoir habiliter les patients et pouvoir trouver des solutions, créer des solutions pour eux. Et je pense que le leadership courageux, c'est ça, il s'agit en fait d'être transparent et de penser aux choses d'une manière différente et d'inclure tout le monde en fait. Waouh! Angela, c'était très impressionnant. Merci pour les nouvelles que tu nous as données parce que tu as vraiment été parmi les leaders de ce pays pour porter les voix des personnes qui sont impliquées dans ce domaine. Et c'est vraiment toi qui comprends que les patients ont différents rôles et ils ont besoin d'être entendus et que les choses qu'ils disent doivent être prises en considération et les problèmes doivent être adressés. Donc, merci beaucoup de nous avoir, de nous avoir partagé tes nouvelles. Et c'est vraiment un challenge. Je comprends que c'est vraiment un challenge pour toi d'identifier les priorités. Donc, il y a des priorités globales, mais il y a aussi des priorités individuelles et c'est un challenge de se concentrer sur les priorités individuelles, mais tu le fais merveilleusement. Donc, on va revenir maintenant vers Kelly. On espère qu'elle nous entend mieux. OK, merci d'être là. Alors, Kelly, tu as un rôle dans un système qui vient d'être formé, qui regroupe des organisations régionales dans toute la province. Et cela rend la chose encore plus challenging parce que comment est-ce qu'on entend les voix des personnes qui travaillent sur la ligne de front et comment est-ce qu'on partage des informations qui ne sont partagées? Donc, partage-nous comment est-ce que tu approches ce challenge et quels sont tes prochains pas, tes prochaines étapes? Alors, je pense que la première chose, c'est de reconnaître que nous sommes une structure immense de 22 000 personnes. Donc, nous avons des structures par zone et nous avons des opérations qui sont par zone et nous avons des programmes. Et nous avons également des structures transformatrices. Ces structures sont guidées par nos ambitions de la santé. Et c'est dans ce domaine que nous voulons vraiment emmener le changement. Nous avons également été très occupés à créer un programme stratégique de haut niveau. Et notre priorité première, ce sont les gens. Nous avons identifié différents accès parce que sans les accès, nous ne pouvons pas adresser les problèmes en matière de santé et de sécurité.
Donc, vraiment, quand nous avons commencé à nous concentrer sur la structure de transformation, c'est là que les choses ont commencé à changer. Donc, on a vu vraiment les inégalités, les inéquités en termes de santé. Et donc, nous voyons vraiment que nous sommes en train de créer ces blocs de construction pour améliorer les choses dans le domaine. Donc, on a vraiment été stratégique dans le fait de construire de la structure dans les différents niveaux, que ce soit dans l'apprentissage. On a été également très concentré dans le fait de récolter des informations venant des patients, particulièrement durant la semaine pour la sécurité des patients. Donc, toute la journée a été dédiée à donner la parole à des individus pour qu'ils partagent, que ce soit des bénévoles ou des patients. Et puis ensuite, nous avons eu une récompense de la sécurité, un prix pour la sécurité. Nous avons également récemment un tout nouveau conseil, mais on passe également beaucoup de temps sur la ligne de front et stratégiquement pour placer les gens dans des positions dans l'organisation. Donc, dans notre équipe, nous avons de nouvelles personnes. Et bien que ces personnes ont au moins 20 mois d'expérience, j'ai quand même l'impression qu'elles sont toutes nouvelles. Nous avons travaillé sur des moyens d'optimiser la communication et on veut vraiment pouvoir former notre équipe à l'empathie. Alors, nous avons commencé ces formations à un endroit particulier. Nous voulons multiplier ces endroits et ces formations. Et nous voulons vraiment pouvoir créer un agenda, un programme qui regarde au futur, mais qui n'oublie pas le passé non plus. Et, et ce que nous voulons vraiment, c'est de créer un environnement d'ouverture pour que les gens se sentent à l'aise de partager. Donc, nous avons des formations avec notre staff pour pouvoir justement les former à recueillir tous ces témoignages. Et donc, nous voulons avoir une équipe qui va faire du triage et qui va nous dire, OK, donc ce que nous avons récolté, ce que nous avons eu comme information, ça va ici, ça va plutôt ici. Et on a vraiment travaillé dur pour pouvoir montrer la valeur dans la voix des patients. Donc, Ross, je vais m'arrêter ici. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais partager. Mais voilà, nous avons également créé une carte de sécurité récemment.
Et en fait, ces cartes vont être utilisées dans un programme et nous voulons vraiment utiliser ces cartes pour mesurer notre impact. Et donc, toutes nos conversations, pour résumer, euh, toutes nos conversations ont pour but de savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses, quel est notre but ultime, en fait, de toujours se rappeler quel est notre but ultime quand on fait quelque chose. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. Merci, Sydney. On dirait que tu as vraiment un portfolio d'activités qui s'agrandit de plus en plus. On n'a pas beaucoup de temps qui nous reste, mais je veux vraiment te demander plus de détails sur la formation, sur l'empathie. En quoi ça consiste? Donc, en fait, la formation sur l'empathie, ça, comme le nom l'indique, en fait, on forme les gens à devenir empathiques et à pouvoir comprendre d'une perspective différente de la leur. Donc, je pense qu'il y a vraiment une valeur, une richesse dans le fait de pousser les gens à se soucier des autres et à centrer leur attention autour des patients et de leur famille. Donc, beaucoup d'entre eux ne savent pas exactement qu'est-ce que ça veut dire et comment on peut mettre ces choses-là en place. Ils ne comprennent pas et donc on sait que c'est au travers de la voix des patients que nous pouvons créer cet intérêt et ce dialogue et pouvoir présenter une manière pour la personne qui se forme de regarder la situation d'une manière différente. Voilà, donc nous avons développé quelques stratégies, nous allons continuer. Nous n'avons pas toutes les réponses et tout le programme, euh, tout le programme, mais en tout cas, nous travaillons sur cela. Super, j'aime beaucoup ce que tu as dit, que l'empathie touche non seulement les personnes qui sont formées, mais également toute l'équipe et les patients eux-mêmes. Effectivement, en fait, se soucier des autres, c'est simplement montrer qu'on est là, qu'on fait partie de la même famille, qu'on fait partie du même monde et que ensemble nous pouvons emmener de nouvelles opportunités et des réponses aux questions. Et je pense que de manière historique, nous n'avons pas toujours créé ce genre d'environnement. Et donc voilà, c'est vraiment pour le bien des deux côtés, des patients et également des soigneurs. Ok, Denise, je te repasse la parole parce que notre temps passe à toute vitesse. Donc, merci Ross. Je vais simplement faire une petite pause et je vais résumer quelques éléments que j'ai entendus de nos panélistes. J'ai entendu très fort que notre plus grand challenge, c'est de changer la culture. Nous avons entendu des suggestions sur comment nous pouvons faire cela en créant des processus spécifiques pour les voix de nos employés. Nous avons entendu des exemples des employés autochtones en termes d'inclusion spécifiquement. Nous avons entendu des encouragements très forts qu'en tant que leader, nous avons besoin d'être présents sur la ligne de front et entendre directement des patients et des personnes qui sont soignées. Nous avons entendu également que la sécurité des patients n'est pas seulement n'est pas seulement dirigée vers les patients, mais également ceux qui donnent les soins. Nous avons également entendu qu'il y a une plus grande synergie entre les patients et les familles qu'on ne le pense.
Nous avons entendu l'importance de ne pas seulement écouter, mais également apprendre et agir, de créer des communautés de co-design et de créer des groupes de conseils de famille qui incluent nos directeurs. Nous devons être capables de parler au leadership. Nous avons entendu l'exemple d'un patient qui est incrusté dans un groupe, qui fait partie d'un groupe dans lequel se trouve également un directeur et un chef d'hôpital. Donc, c'est très encourageant d'avoir ces trois personnes dans le même groupe. Nous avons également entendu qu'il y a des challenges, des défis et des barrières à la participation des patients et des familles et que nous avons besoin de faire une pause en tant que leader et de penser à notre place de privilège parce que nous n'expérimentons pas ces mêmes problèmes. Nous avons également parlé du vocabulaire que nous utilisons. Nous avons un vocabulaire spécifique et des terminologies qui, voilà, on n'a pas tendance à s'arrêter et à penser vraiment aux terminologies qu'on utilise. Et voilà, juste que nous soyons, que nous fassions attention et que nous soyons inclusifs dans la manière dont nous parlons. Pour les personnes qui sont dans le chat et qui ont parlé du dialogue des patients et de la compensation, il y a des outils que nous pouvons utiliser en tant que leader pour pouvoir voir comment ils puissent s'engager, comment ils peuvent dialoguer avec nous. Il y a un guide de reconnaissance. Et comment est-ce que vous allez vouloir compenser vos participants pour leur aide et leur participation? Autre chose, nous essayons, lorsque nous faisons des réunions sur Zoom, de prendre les questions qui sont postées sur le chat et d'y répondre. Et nous voulons vraiment nous assurer que nous allons répondre à toutes les questions, même par email, lorsque nous allons vous envoyer un email de récapitulation. Avec les quelques minutes qui nous restent, je vais demander aux panélistes de nous dire qu'est-ce qui fait de vous un leader courageux en quelques mots pour terminer la session. Je pense la volonté d'apprendre. Catherine, pour moi, c'est l'inspiration par les personnes, l'inspiration des personnes qui sont venues avant moi et qui ont fait la même chose que moi. Kelly, pour moi, c'est vraiment une question d'écoute et de ne pas avoir peur de ne pas savoir quelque chose. Donc, il s'agit vraiment de comprendre la perspective des autres. Et pour moi, être un leader courageux, c'est de refléter la compassion. Alors pour moi, c'est la puissance de partager les expériences dans différents endroits, différents pays du monde. Mais il y a également un élément important dans le dialogue avec les patients. Et je pense que pour moi, si on peut voir un point commun entre tous nos défis, nous allons pouvoir les résoudre. Merci Ross. Merci à tous. Merci pour le fait que vous avez pris du temps de votre jour
nés pour nous rejoindre, pour faire une pause, pour penser, pour méditer sur la sécurité médicale. Ça nous touche beaucoup. Et tout cela reflète votre courage, juste le fait que vous soyez avec nous. Aidez-nous à grandir en votant. Donc, nous avons publié un sondage sur votre écran et n'hésitez pas à rester en contact avec nous si vous avez besoin de plus d'informations. Nous sommes vraiment, vraiment contents. Nous sommes vraiment très satisfaits du nombre de participants qui sont venus à la session d'aujourd'hui pour s'informer sur les possibilités de formation dans tout le pays. Merci beaucoup à tous.